Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Sabrina. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans cette cours d'anthropologie sur Paris. Et je suis très heureuse d'être ici, de partager avec vous ce thème très complexe que j'ai nommé la complexité de la nature humaine. Donc, on va parler ici d'énormément de sujets, mais ça va tourner vos têtes, hein. Tellement des sujets, mais c'est bien parce que ça va vous faire réfléchir et voir la vie humaine, la sexualité humaine, la nature humaine d'un prisme différent. Et tout ça que je vais partager ici avec vous, et moi-même, je dois chercher pour savoir me défendre. Parce que dans cette société, comme on connaît, il y a énormément de discrimination, il y a énormément de préjugés envers les personnes transsexuelles, transgenres, les travestis, les gays, les homosexuels, les bi, même les hétéros aussi qui ont une sexualité, disons, hors traditionnelle. Et, euh, et en fait, malheureusement, on vit dans une société comme ça. Et on ne sait pas où poser toutes ces questions parce qu'à l'école, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas aussi de la diversité sexuelle. Mon but ici, ce n'est pas de faire la promotion ou propagande ou des idéologies des gens ou des choses comme ça, parce que moi aussi, je suis contre par rapport à ça. Et j'ai déjà dit à Delphine aussi, par rapport, par exemple, il y a une loi qu'ils ont sorti récemment ou des projets qui ils visent à éduquer, entre guillemets, les enfants à l'école, tout petits, à parler des changements de sexe, des choses comme ça. Moi, je trouve ça pas correct, parce que pour moi, on ne touche pas les enfants. À cette époque, les enfants, ils sont, ils sont dans le monde des fantasies, ils ont besoin de vivre leur enfance. C'est pas le bon moment de parler de ça, parce que ça va rendre confus. Ils sont tellement petits, ils savent même pas ce que c'est. Donc, moi, je trouve dans une bonne démarche positive au lycée, quand on est adolescent, quand on arrive à la puberté. Là, oui, parce que là, on pose des questions. Les hormones commencent à fleurir, à travailler. Je me souviens à l'époque de l'école quand j'y allais. Et à ce moment-là, le cours de l'école, qui la prof parlait des contraceptions, le préservatif, les maladies sexuelles et tout. Mais ça, ils n'en parlent pas à l'école. Ils parlent du pénis, vagin, la fécondation, la procréation et tout. Ils n'en parlent pas la diversité sexuelle. Et pourtant, dans ma tête, je me disais, pourquoi ils n'en parlent pas? C'est quand on sort là dehors, ça existe, c'est la réalité. C'est depuis toujours. On ne peut pas nier que ça existe. Indépendant de culture, de couleur de peau, des religions, ça existe, c'est un fait. On va parler ici aussi, même chez les animaux, prouvé scientifiquement. Donc, à l'école, ils n'en parlent pas. Et donc, en fait, quand on n'apprend pas à l'école, ça casse pas ce préjugé. Et en fait, les personnes qui se trouvent confrontées à cette réalité, qui sont homosexuelles ou bisexuelles ou transgenres ou des choses comme ça, vis-à-vis la famille, la religion, le contexte culturel qui va déjà modeler, préformater un peu notre caractère, on commence à avoir un conflit intérieur. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à notre intérieur. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je sens ça et tout? Où je vais trouver des réponses? C'est pas l'école qui m'a donné des réponses. Donc là, ça commence, même la personne ne sait pas quoi faire avec tout ça. Déjà avec la sexualité, quand on est adolescent, indépendant d'orientation des gens ou d'être homosexuel et tout, déjà, on se sent perdu parce que le corps commence à changer. Qu'est-ce qui se passe? On doit chercher, on doit s'informer. Donc à l'école, c'est l'endroit pour ça. Donc là, je suis pour l'information, pour casser les tabous, les préjugés et d'une façon, comme se dit, intéressante, informée. Je suis pas ici pour vous endoctriner ou mettre des idées dans la tête des transgenres. Je suis pas là pour ça. Donc, je suis là juste pour informer, pour que les gens aient clair comment la nature est complexe dans toutes ses vertus. Donc, je me présente à nouveau. Donc, je m'appelle Sabrina, je suis brésilienne. Je suis née à Rio de Janeiro, au Brésil. Ça fait presque plus que 11 ans, plus que 11 ans que je suis en France déjà. Je suis mariée avec un Français. Et c'est à Paris que je me suis découverte en tant que personne transgenre, une femme transgenre. Mais ça remonte depuis toujours, depuis ma naissance. Depuis que j'ai donné la première respiration, j'ai déjà commencé à sentir que j'étais pas, entre guillemets, dans le bon corps, dans le bon genre. Et ça commençait à manifester depuis l'enfance. Parce que depuis l'enfance, comme vous savez, les enfants ils sont purs. Ils ont un âme pure. Ils sont pas encore formatés. C'est la société, la famille, la religion qui commencent à modeler un peu notre personnalité, notre point de vue,
qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Nous, on est pur et neutre. C'est le contexte du pays, l'époque, la famille, la religion, la culture, qui va commencer à lapider notre personnalité, notre être. Vous voyez, donc je ne parle pas uniquement que des personnes transgenres, je parle dans un contexte général. Donc ça a commencé à l'enfance, parce qu'à l'enfance, ma mère disait, tu étais un enfant, je voulais jouer avec les jouets des filles. Et moi, bah, j'étais attirée par ça et c'est tout. Donc je savais même pas, je me posais pas de questions. Et en fait, ça a commencé par les jouets. Après, ma mère commençait à interdire parce que tous les parents vont protéger leurs enfants, donc ça c'est normal. Hein. Et ils n'ont pas aussi la connaissance, même moi je sais pas où. Donc voilà, donc les parents, le premier réflexe c'est je protège mon enfant, mon fils, parce que je veux pas qu'il plus tard se passe des choses dans la société, qu'il soit assassiné au bout de la rue, qu'il puisse avoir un travail normal, une famille normale constituée. Donc les parents c'est normal parce qu'ils aiment ces enfants, ils veulent protéger. Ils veulent pas que se passe de mauvaises choses. Donc, ça commençait dans l'enfance par rapport aux jouets. Ma mère a commencé à cacher parce que des fois, je prenais le jouet de la voisine, d'un collègue et tout. Donc, ma mère a vu. Donc, elle commençait à m'interdire, elle commençait à cacher des choses. Et quand ma mère n'était pas à la maison, j'étais chez le voisin, bah, je profitais, je jouais avec la Barbie, avec ses jouets et tout ça. Et moi, je me sentais bien comme ça. Je ne me posais pas de questions parce que ça m'attirait ça et c'est tout. On ne choisit pas en fait. On est attiré par notre instinct. C'est comme chez les animaux. Vous pouvez avoir deux personnes, deux jumeaux, identiques. Visuellement, c'est pareil. Des fois, le sexe, c'est pareil. Mais à l'intérieur, chacun d'eux, ils ont une personnalité. Pourquoi? Parce que c'est pas le même esprit, c'est pas le même homme, c'est pas la même constitution de personnalité. C'est ça que je veux dire. On ne doit pas voir les choses de façon physique. Il y a un tas de constitutions en arrière. Notre personnalité, notre psychique, notre conscience, notre esprit, notre personnalité, notre être individuel, comment il a été formé, forgé dans cette vie ou même des anciennes vies, pour ceux qui croient. Donc, ça a commencé à l'enfance. Et donc, ça a commencé les discriminations aussi. Donc, voilà, parce que j'ai mettais des petits shorts très courts. Ma mère me donnait des vêtements assez garçons. Des fois, je voulais des trucs avec plus de couleurs, parce que j'aime bien les couleurs. Et les jouets, après la puberté, bah, c'était la pire époque parce que ça commençait à pousser les poils, les barbes et tout ça. Et moi, je regardais la glace et je disais, je me sentais sale en fait. Il y avait une réjection pour ce que je voyais parce que inconsciemment, je m'aimais pas. Et je savais pas ce qui se passait avec ça. Et donc, à la puberté, c'était très compliqué parce qu'à l'école, vous savez, quand on est très adolescent, à la puberté et tout, à l'école, on se divise en groupes, on va appartenir en groupe, en fait, pour se sentir bien, pour construire notre identité psychologique et tout. Et à cette époque, c'était super difficile. Déjà, pour moi, c'était un trauma d'aller à l'école. Les gens étaient préoccupés par les notes pour étudier, mais déjà, c'était psychologiquement, OK, faut que je me prépare parce que ça va être dur aujourd'hui. Est-ce qu'un groupe de garçons va m'attendre dehors avec les pierres sous les mains pour m'attaquer? Aujourd'hui, je sais pas. Donc, est-ce que je dois demander 4 collègues pour sortir avec? Parce que peut-être pour me protéger, parce que les garçons vont m'attaquer dehors. Et ça me remonte même de souvenirs. Et en fait, tout ça, ça commence à traumatiser. Petit à petit, l'homme commence déjà à être traumatisé. Et moi, je ne savais pas pourquoi, en fait. Et bah, c'est sur Paris que j'ai découvert en 2016. Donc, j'avais 25 ans quand j'ai ouvert les yeux pour ça. Et en fait, à l'école, c'est très difficile parce que les gens te jugent par ta façon d'être, parce que j'avais des manières féminines, parce que j'étais délicate, parce que j'ai pleuré, parce que j'étais sensible. Et toujours les profs disaient, ah, mon ancien prénom, Ramon, il est différent. Il est très poli. Il n'est pas comme les autres garçons. Il ne va pas faire des bêtises à la classe. Il est toujours avec les filles. Et les filles, t'es différent, on se sent bien avec toi. On peut te confier les secrets. T'es pas comme les autres garçons. Parce qu'en fait, mon âme était toujours féminine, en fait. Et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai bien senti dans ma peau toute la discrimination, les regards, les agressions physiques. À Paris, j'étais agressée une fois, en 2015. J'étais à l'hôpital. Ils ont me cassé la mâchoire. C'était deux maghrébins dans la voiture de métro.
dans le métro de Paris, à l'intérieur de la voiture de métro. Et donc, en fait, ça, c'est énormément de choses. Et tout ça arrive au moment que j'en pouvais plus. Donc, j'ai caché mon identité. À l'époque, je pouvais pas cacher 100% parce que j'étais tellement efféminée, tellement... voilà. Donc, à cette époque, je me souviens à l'époque de la mode du emo core, avec les cheveux lisses, tout ça. Donc, je me réfugiais un peu dans ce monde. Et les ongles noirs, un peu de gloss, un peu les eyeliners noirs et tout. Et donc, j'ai resté toujours avec les groupes de filles à cette époque. Quand j'ai dansé, j'aimais toujours plus les artistes féminines parce que j'ai trouvé de l'inspiration, j'ai trouvé de l'amour, j'ai trouvé de la douceur, en fait. J'ai jamais été le type de garçon qui va cracher par terre, qui va être bordélique, tout ça. Moi, j'ai toujours perfectionniste, tout, voilà, comporté. J'ai jamais fait des bêtises au point que mon parent, voilà, de sauter le mur de l'école et s'enfuir comme mon frère faisait. Donc, en fait, j'avais toujours une personnalité comme des filles. Toujours. Toujours comme ça. Et pourtant, il n'y a rien de spécial ou différent dans le foyer où je suis grandi. Sauf quand j'avais, en 2002, quand j'avais 12 ans, mon père est parti de la maison parce que le mariage n'a plus marché et tout ça. Donc, à ce moment-là, j'étais avec ma mère et ma grand-mère et mon frère. Mais, mais sinon, j'ai grandi comme mon frère, de la même façon. Je portais même ses vêtements aussi, des fois. Et voilà, mais moi, j'étais toujours différente. Voilà. Et quoi dire d'autre? Donc, c'était très difficile. Donc, je me réfugiais dans ce groupe social et arrivé au bout, à un moment donné, quand j'avais 18 ans, j'étais pas prête encore. J'ai eu mon premier ordinateur et mon frère, j'ai toujours eu un peu de crise avec lui. On ne s'est jamais entendu pour question de personnalité, pas par rapport à ça. Et mais un jour, mon frère avait perdu son boulot. Il avait besoin d'utiliser mon ordinateur, donc je lui prêtais. Et il était toujours un peu jaloux par rapport à moi parce que comme moi, j'étais beaucoup plus agressée, persécutée depuis l'enfance, ma grand-mère a eu la tendance de surprotéger, en fait. Donc, il était un peu jaloux par rapport à ça. Donc, je lui prêtais mon ordinateur. Comme quoi, de certains souvenirs, on n'oublie jamais. J'avais 18 ans. Et à ce moment-là, je pensais, moi-même, je disais, je suis gay parce que je sens attirance par les hommes. Donc, moi, j'ai compris ça à ce moment-là, 18 ans, mais je n'avais pas dit à ma mère, mes parents et tout ça. Donc, qu'est-ce que je faisais à cette époque? Je regardais des vidéos porno, des homosexuels et tout. Il y avait dans l'historique tout ça, dans l'ordinateur. Mon frère, il a fouillé, il a raconté à ma mère, sans mon consentement. Il a annoncé comme ça. Tu sais, ton petit-fils là, il est gay. Donc déjà, je n'étais pas préparée, c'était comme ça. Heureusement, ma mère est quelqu'un ouvert d'esprit. Parce que dans certains cas au Brésil, c'est le pays où il y a plus de transsexuels et travestis. C'est le pays aussi où il y a plus d'assassinats. À chaque 28 heures, il y a une personne transgenre au Brésil qui est décédée, qui est assassinée. C'est le pays où il y en a plus, c'est le pays où on a, qui tue plus aussi. Au Brésil, Mexique, Colombie, Amérique latine en général. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le poids un peu de la religion. Au Brésil, plutôt, l'Église catholique, c'est plus ouvert d'esprit, donc ils sont plus tolérants. Au Brésil, c'est plutôt les évangéliques. Parce que les évangéliques au Brésil, il y a plusieurs ramifications des évangéliques, mais certaines certaines églises, je sais même pas comment ça s'appelle, évangéliques, ils disent qu'une personne homosexuelle est possédée par l'esprit du démon qui doit faire des exorcismes ou voilà. Certaines églises ont cette mentalité un peu comme ça. Pas toutes, mais certains, le pasteur de l'église va conseiller à votre fils de faire un exorcisme ou quelque chose comme ça. Donc, là-bas au Brésil, ce groupe des religions est très, très conservateur par rapport aux catholiques, qui sont beaucoup plus ouverts. Ma famille vient d'origine plutôt catholique, mais non pratiquante. Heureusement, ma mère était quelqu'un ouvert d'esprit, parce qu'au Brésil, dans un cas comme ça, il y a beaucoup de familles qui sont tout de suite dehors. J'ai toutes tes affaires dehors, même si t'es plus mon fils, je t'accepte plus ici. Parce que le pasteur de l'église avait dit,
que mon fils est possédé, donc je veux pas avoir un fils possédé. Il y a certains parents qui font ça, qui sont tellement lavés dans le cerveau qu'ils vont faire ça. Donc ma mère, elle m'a accepté, elle avait, on va discuter et tout ça, donc je n'étais pas préparée, ma grand-mère aussi. Ils ont dit, OK, bon, maintenant, on s'en doutait déjà, parce que tu n'es jamais présenté une fille. Je dis, ça va pas arriver, hein. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu rien avec une fille, je peux même pas imaginer. Donc, je discutais et tout ça, elles avaient dit, OK, on accepte, il n'y a pas de souci, mais fais attention à toi par rapport à la société, par rapport à quand tu sors dehors et tout ça. Donc, bref. Donc, arrivé au moment que je suis arrivée en Europe, et j'ai eu mon premier copain, c'était un Allemand. Et à ce moment-là, donc, officiellement, j'ai annoncé à toute la famille que j'étais homosexuelle et tout. Mais pendant que j'étais avec lui, j'habitais en Allemagne à cette époque, je me sentais pas bien encore, dans le sens, je me sentais pas complète. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Parce que j'avais toujours besoin de maquillage, j'avais besoin de vernis sur les ongles, de rouge à lèvres, disons, en gloss. Et j'étais très féminine, donc les pantalons serrés, les petits t-shirts comme ça. Je suis attirée encore toujours par les jouets des filles. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, j'en ai encore une Barbie à la maison. Comme à l'époque où je ne pouvais pas jouer, maintenant j'essaie de récupérer un peu le temps que j'ai pas eu, en fait. Et, euh, et donc, je me sentais pas complète à cette époque. Et je savais pas pourquoi. Mais lui, il aimait les garçons efféminés, donc pour lui, ça allait. Mais pour moi, à mon intérieur, quelque chose n'était pas encore complète. Mais moi, j'avais pas la connaissance de qu'est-ce que c'est une personne transgenre. Et qu'on pouvait prendre des hormones, que ces hormones pouvaient jouer au niveau du corps physique, même psychologique aussi, parce que les hormones ont des influences. Et en fait, c'est à Paris, en 2015, oui, 2015, 2016, que j'ai connu une association qui s'appelle Accept ST. C'est une association pour les personnes transgenres, travesties ou des personnes qui sont questionnant leur identité ou leur sexualité. Et en allant là-bas, parce que j'avais des amis latines qui étaient étrangers, euh, vis-à-vis mon comportement, ces amis avaient dit, mais peut-être une personne transgenre aussi. Je dis, c'est quoi ce truc que j'ai? Même moi, je savais même pas qu'est-ce que c'était. Parce que dans ma tête, quand je voyais une travesti ou une personne trans, à mon avis, c'était tout que des chirurgies, en fait. C'était qui des prothèses, des chirurgies. Moi, je savais pas qu'il y avait un processus hormonal, que la personne pouvait en prendre, que le corps commence à changer, qui est même ton psychologique aussi, parce que les hormones est liées à notre psychique, à notre psychologique. Le corps commence à réagir. Et grâce à cette association, j'ai découvert, en parlant avec la directrice, que probablement j'ai coché toutes les cases que j'étais une personne transgenre. Donc, elle m'a conseillé, vas-y dans un psychologue, parle avec lui. Et au bout de 3 séances, il avait dit, ça y est, t'es pire qu'une femme, donc tu coches toutes les cases, ça y est. Donc, il m'a donné une autorisation. Et avec cette autorisation, je suis allée au endocrinologue. Et là, il y a eu les conversations voilà, pour poser tous les points, pour savoir où je m'identifiais, comment je m'identifiais par rapport aux chirurgies ou plus tard ou pas, voilà, par rapport à mon identité, mon orientation sexuelle et tout. Et j'ai commencé à démarrer la célèbre thérapie hormonale, qui en fait, ça c'est très intéressant, que je ne connaissais pas, je ne savais pas, je me renseigner. Tous les êtres humains, hommes ou femmes, possèdent les deux hormones. Parce que les gens pensent, un homme, il a que 100% de testostérone. Non. L'être humain, il a besoin des deux. Parce qu'en fait, l'estrogène, chez l'homme, naturellement, je parle, ça fait partie de l'équilibre psychologique, de l'équilibre psychique. Donc, si un homme, il a que 100% de testostérone, c'est pas bon. Parce que l'estrogène, ça va mener le côté douceur, le côté doux, dans la constitution de sa personnalité. Et la testostérone, par exemple, chez les femmes aussi, il a besoin d'un peu pour qu'elle ait aussi son énergie masculine. Parce que nous, c'est comme dans le symbole yin-yang, à l'intérieur de nous, on a les deux énergies. Même un homme a aussi l'énergie féminine, il a aussi besoin de cette énergie féminine. Pour son émotionnel, pour sa santé émotionnelle, pour son caractère. Donc, les gens pensent qu'un homme, il faut qu'il ait 100% viril, macho, tout ça. Non, c'est pas ça. On a en nous les deux pôles et on a besoin aussi de pôles, les deux pôles. Une femme n'a pas besoin d'être tout le temps soumise et tout ça. Elle a aussi besoin d'un peu
de caractère masculin, disons, l'énergie masculine, un peu de testostérone, pour qu'elle puisse aussi avoir sa place, qu'elle doit être respectée. L'homme et la femme doivent être égaux. Donc déjà, les corps humains, on a les deux hormones. Je dirais à peu près qu'un homme, c'est comme 80% testostérone et 20% estrogène, et la femme, c'est l'opposé. Donc voilà, 20% testostérone. Et naturellement aussi, d'ailleurs, il y a certains hommes, quand ils sont des bilans, ils n'ont pas beaucoup de poils et tout ça. Et en fait, ils ont, naturellement, ils ont dysfonctionnement au niveau de la testo. Ça veut dire que la testo est un peu en dessous de la normalité. Parce que j'avais un ami brésilien qui n'avait pas de poils et tout ça. Il a fait des bilans et pourtant, il est gay, mais il ne prend pas des hormones. Et il avait les hormones féminines au-dessus de la normale, un peu plus haut. Donc, même les personnes, soi-disant hétéros, qui ne prennent pas des hormones, des fois, il y a ces dérèglements. Un peu aussi chez les femmes à la ménopause. Parce que le corps commence à produire beaucoup moins, donc le corps commence aussi à sentir et à changer. Donc, en fait, tout est lié. La question hormonale touche plusieurs côtés. Constitution du corps physique, psychique, émotionnel, spirituel, psychologique. C'est pour ça que les femmes sont hystériques quand elles ont les règles. Tout ça, c'est hormonal. Ou à la ménopause, les cheveux tombent, la peau devient plus sèche. Tout est question hormonale. Donc, je me suis perdue là parce que je parlais trop. Mais je vais commencer à revenir maintenant sur le sujet. Je fais un petit guide pour que je puisse penser à vous expliquer tout exactement. Donc, je nommais ce thème de la complexité de la nature humaine. Première chose qu'on va parler et que je souhaitais que vous gardez ça dans l'esprit. Il y a 3 points à considérer primordial. Personne ne parle de ça. Moi, je dois chercher par moi-même. Et disons, je cherchais des informations, mais un jour, ça m'est venu de l'idée, ping, comme ça. J'ai dit, attends, pourquoi pas, attends. Et moi, j'ai créé cette méthode, 3 points à considérer. Premier point, l'organe sexuel. Donc, pénis, vagin, et, c'est rare, mais certains cas, les hémaphrodites, qui sont nés avec les deux sexes. Donc ça, c'est un premier point. Je vais revenir là encore. Le deuxième point, c'est l'orientation sexuelle. Là, c'est ton cœur, tes émotions. Tu sens attirance par qui? Tu aimes qui? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu sens attirance? Qu'est-ce qui fait bouger ton cœur sauter? Donc, c'est l'attirance envers quelqu'un d'autre. Qui tu aimes, qui tu sens désir, attraction. C'est ton cœur, c'est ton orientation. Ce n'est pas lié au sexe. Et le troisième point, c'est ton identité, ta personnalité, ta conscience, ton être personnel. Qui tu es dans cette vie? Qui es-tu? Donc, l'organe sexuel, soi-disant biologique, parce qu'on est avec. La orientation, c'est vers à qui que tu aimes et à qui tu sens attirance. Et le troisième, qui je suis. C'est ici. Ton identité, ta personnalité, ton psychique, qui je suis. Donc, l'organe sexuel, ça, c'est les 3 points. C'est très important. Jamais mélanger ces 3 points. Ils sont indépendants. Il faut jamais mélanger. L'organe sexuel. Donc, quand un bébé naît, par exemple, s'il a un pénis, la médecine va dire c'est un garçon. D'accord. Mais dans le cas des hermaphrodites, c'est très rare, mais ça existe. Des fois, c'est très compliqué, ça c'est au corps médical. Ils vont dire, dis donc, mais le pénis, il est plus développé que le vagin, donc c'est probablement un garçon. Donc ils ont joué par rapport le sexe physique, mais en arrière aussi, ils ont fait des tests psychologiques et tout ça. Mais pour ça, pour cet exemple-là, on peut vraiment vérifier et se rendre compte qu'on ne doit pas juger la constitution de quelqu'un, sa personnalité, par quelque chose de physique. C'est comme chez les jumeaux. Un est timide, l'autre est rebelle. Tout. Donc le sexe, oui, certes c'est biologique, mais ça ne veut pas dire que ça, c'est lié à ça et c'est lié à ça. Parce que ça dépend de comment ton esprit, ta conscience, ton identité a été forgée dans cette vie ou de comment tu es né avec. Donc il ne faut pas mélanger. Donc les hermaphrodites, c'est la preuve.
Parce que certains cas, le pénis est plus développé, mais cette personne se sent une femme. Donc, dans ce cas, ils ont essayé de faire une chirurgie, enlever le pénis, tout ça. Voilà. Et donc, la nature est comme ça, voilà. Et donc, l'orientation sexuelle, donc, si une personne sent attirance par le même genre, ça veut dire un homme envers une femme, pardon, un homme envers une femme, donc ça, c'est ce qu'on appelle, soi-disant, le traditionnel, le correct. Ça veut dire que c'est une personne hétérosexuelle, elle sent attirance par le genre opposé. On parle des genres, pas de sexe. Hein. Le genre opposé, un homme ou femme. Si elle sent attirance par le même, une femme avec femme, c'est lesbienne. Un homme avec un homme, c'est homosexuel. Donc là, c'est homosexuel parce que c'est les mêmes genres. Et un bisexuel, on ne parle pas beaucoup, mais ça existe énormément. Moi, en tant que personne transgenre, je les attire tous, en fait. Et c'est une personne qui sent attirance par les deux genres. Ça veut dire que ça peut être un homme, macho. Ils sont attirance par femme et homme. Ça, c'est orientation sexuelle. Son cœur. Rappelle ça, orientation, c'est le cœur. L'organe, c'est en bas. Identité, c'est ici, qui je suis. Et donc, ça, c'est orientation. Et l'identité, c'est toi. C'est là. Qui je suis. Je me vois dans un genre masculin, dans un genre féminin. Comment mon esprit a été forgé. Comment je me sens, en fait. Dans quelle place je me trouve dans la société. Dans quel genre je me sens à l'aise. Donc, dans mon cas, mon identité est féminine. Et elle était toujours féminine. Et j'étais toujours sûre. Et pourquoi? Parce que mes manières et tout ça, ma façon de vivre, tout ce que j'aime, voilà. L'orientation sexuelle, moi, je suis une femme trans, hétérosexuelle. Moi, je sens attirance uniquement par des hommes. Je ne peux pas sentir attirance par des femmes, c'est impossible. Et par les deux non plus. Et l'organe sexuel, moi, bien sûr, je suis née avec un pénis et j'ai choisi à ne pas faire la chirurgie. Ça, on va parler ça plus tard. Parce que déjà, c'est très complexe, il peut y avoir des infections, 6 mois, voilà. Donc, les 3 points très clairs. Organes sexuels, orientation sexuelle, identité. Ping, ping et ping. Donc, on a parlé un peu de scientifique et médical. Maintenant, on va parler de la nature. On connaît tout ce qui existe des êtres humains albines, des êtres humains qui n'ont pas, qui sont nés sans la pigmentation. Comment s'appelle ça, la pigmentation? Des albins qui sont nés sans la pigmentation. C'est les gens qui ont le corps tout blanc, les cils et tout blanc. Est-ce que c'est un choix? Non. C'est une condition. Ils sont nés comme ça. Donc, une personne gay, est-ce que c'est un choix? Non. C'est une condition. Parce que c'était un choix, il aurait choisi à ne pas souffrir de discrimination dans la société, à être rejeté par sa famille dehors, à être moqué par ses amis ou par sa famille, à souffrir des agressions ou même à mourir dans un assassinat parce qu'il était homosexuel. Ce n'est pas un choix, c'est une condition. Personne ne va choisir souffrir, être un psychopathe et souffrir ou déplaire toute sa famille. Voilà, ce n'est pas un choix, c'est une condition. Donc, il y a les albins humains, il y a aussi les albins, les albines animales. Si vous tapez sur Internet des animaux albines, vous allez voir des lions tout blancs. C'est rare, mais ça existe. Mais le contexte que je veux partager avec vous, c'est dans le sens que dans la nature est complexe. La nature humaine, animale, est très complexe. Et ce n'est pas question de choix. Il y a énormément de variations, en fait. Et tout ça, c'est OK. Chez les végétaux, c'est pareil. C'est plus rare, mais ça existe aussi des végétaux albines qui n'ont pas de pigmentation. Dans la nature, j'ai déjà vu beaucoup de documentaires. Sur Internet, vous pouvez aussi chercher et trouver. Il y en a certaines espèces de poissons, je pense, qui changent de sexe. On parle des animaux. Et pourtant, ça fait partie de la nature. Et pourtant, les gens ne pensent même pas à ça. Certains animaux, ils changent de sexe automatiquement dans une période de leur trajectoire. Certains, ils ont se auto-fécondés. Ils n'ont pas besoin de mâle. Je me souviens pas quel animal exactement, mais certains animaux, ils se auto-fécondent. Il y a même une histoire d'une araignée qui, après qu'elle va avoir ses petits bébés et tout, elle va attaquer le mâle, elle va tuer le mâle. Disons, vous voyez, la nature est très complexe en fait. Mais les gens ne pensent pas. Donc, si dans la nature, chez les animaux, il y en a ça, pourquoi ça serait un péché
ou je vais agresser une personne qui veut changer de sexe et tout ça, c'est son choix. Elle fait avec ce qu'elle veut, avec son corps. Si elle a vraiment besoin de ça pour se sentir mieux et heureuse dans sa vie, on doit respecter. C'est son corps, c'est pas le sien. Pourquoi tu es gêné? C'est pas ton corps, c'est pas ta vie, c'est chez l'autre. Si ça te gêne, le problème c'est chez toi. Je dis toujours ça. Et pourquoi tu es aussi autant inquiété avec la présence d'une personne comme ça? Si j'arrive ici, il y a un homme qui commence à se comporter bizarre, à commencer à m'insulter et tout ça, j'ai rien fait contrôler. Ma présence est en train de toucher quelque chose à son intérieur qui n'est pas résolu. C'est lui qui a quelque chose qui ne va pas bien chez lui. Parce qu'une personne qui est bien dans sa peau, dans sa vie, elle n'a pas besoin de faire mal à l'autre, ou agresser l'autre, ou discriminer l'autre. C'est comme les gens qui sont racistes, par exemple. Donc, pourquoi tu as besoin de dénigrer l'autre? Le problème est chez toi. Une personne qui est bien avec sa peau, tu n'as pas besoin de discriminer les autres par sa couleur de peau. Et en plus, c'est juste que pigmentation. Et d'ailleurs, ça peut varier, dépendant du soleil. Voilà. Et d'ailleurs, je parle toujours ça. Les gens qui sont racistes, je dis, c'est juste question de pigmentation. Donc, à peu près, c'est la mélanine qui monte et descend. Donc, donc, il y a ça. En autre chose, chez les animaux mammifères, prouvé scientifiquement, il y en a des animaux avec comportement homosexuel ou bisexuel. Surtout les mammifères, les lions. Tapez sur Internet, la science a déjà prouvé ça. Animaux mammifères homosexuels ou bisexuels. Vous allez voir des lions et des autres animaux dans la vie sauvage et tout. Ils ont fait des études qui ont fait le lion et au moment, disons, comment ça s'appelle ça, de la procréation, il reste pas à côté de la lionne. Il est toujours à côté de ses amis machos. Et en fait, ils ont observé que eux, même en fermant ce lion avec d'autres femelles, il fait rien en fait. Parce qu'en fait, c'est l'instinct de l'animal. Donc ça prouve aussi que même chez la nature, il a ça. Et nous, comme on fait partie de la nature, pourquoi ça serait un péché? Et je dis toujours, moi, je ne suis pas un péché. Je dois prendre ça pour me défendre par rapport à même les prêtres ou les pasteurs ou les musulmans ou n'importe quelle religion. Parce que les gens ne cherchent pas d'informations. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout est là. Je dois tout chercher et forger mon mental, parce qu'aujourd'hui, j'ai le mental en acier. Si quelqu'un vient m'agresser ou tout ça, j'ai énormément des arguments scientifiques, médicaux et nature humaine. Donc, donc l'animal, comportement homosexuel et bisexuel. Et ça fait partie de son instinct. On ne choisit pas, on est avec. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Donc, l'orientation sexuelle, on a déjà parlé, les sentiments, les émotions, l'attraction, le désir, l'amour vers quelqu'un, un homme, une femme, etc. Dans la nature humaine, il y en a aussi qu'on ne parle pas beaucoup. Ça, c'est indépendant des gays, bi, trans ou hétéros. Il y a des humains, des personnes asexuées. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas envie sexuelle. C'est un peu comme si c'était bloqué. C'est des personnes qui, vous savez, même dans la puberté, c'est normal parce que les hormones commencent à monter et tout. Mais il y a certaines personnes, à un moment donné de leur vie ou depuis toujours, qu'elles n'ont pas ce désir de contact sexuel. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de la nature, mais c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt pour l'activité sexuelle. Zéro. Et il y a ceux qui sont démisexuels. Ça veut dire que c'est des personnes, surtout des femmes, hein, généralement, démisexuelles, qui en fait, elles sont pas autant en vie comme ça, comme la plupart des êtres humains. C'est comme si elles mettaient en mode de veille, elles se bloquent. Et en fait, elles ont besoin d'être rassurées, d'être aimées, à ce moment-là, débloquer leur envie sexuelle, et là, elles se libèrent. Il y a surtout beaucoup de femmes comme ça, qu'elles font rien, elles sont vierges, elles font rien, jusqu'à même à 35 ans, tout ça. Elles ont rencontré quelqu'un qu'elles s'entendent bien, qui a la confiance, qui a l'amour, affection, là, ça débloque. Ça veut dire qu'il y a des gens, la plupart des gens, ils ont des enfants pour le plaisir. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, ils se bloquent. Donc ça, c'est les démisexuels. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Même à l'école, on n'en parle pas.
Donc, l'identité, j'ai déjà parlé, c'est ton inconscient. Qui es-tu? Je vais mettre de l'autre côté aussi maintenant. Vous voyez que c'est très complexe. Hein? Je pense que vous attendez pas à tout ça, hein? À toutes ces informations-là. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup qui pensaient de parler. Oui, les transgenres, le militantisme, il faut accepter. Nous, on a notre place dans la société. Moi, je sais pas là pour me poser rien, c'est là juste pour éclaircir, pour casser les tabous, parler sans filtre et juste partager l'amour, la conscience, la tolérance envers tout. Parce que pour moi, la beauté dans ce monde, c'est la diversité. Imagine, c'est tout le monde, tous les pays étaient comme la Chine, la même bouffe, la même couleur de peau, le même vêtement. Il n'y aurait pas de grâce en fait, il n'y aurait pas d'essence. Donc la beauté se trouve dans la diversité, comme notre monde est riche en culture, en vêtements, en religion, en musique, voilà. Donc chaque culture a son identité, c'est ça que ça fait la richesse du monde et de la vie humaine aussi. Maintenant, on va parler un peu d'histoire. Ça, peut-être vous allez rappeler. Mais ça, je me souviens très bien à l'époque du Brésil que j'étudiais. À l'époque de la Grèce antique, il y avait d'orgies partout. La sexualité n'était pas un tabou à l'époque de la Grèce antique. Peut-être que vous allez souvenir. Il n'y avait pas de tabou par rapport à la sexualité et tout. Arrivé au moment, donc là on parle d'histoire et société, je parlais ici de l'Église catholique, mais en général, donc on ne prenait ça pas personnellement, je parle même des religions d'un point de vue d'information. Et donc l'Église catholique à ce moment-là, à un moment donné, à cette période de cette société, ils ont décidé, les prêtres et tout ça, ça c'est un péché. Homme avec homme, c'est un péché. Maintenant, c'est femme avec les hommes pour la procréation. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel du tout. Donc, c'est l'Église catholique arrivée à un moment donné de l'histoire où il y avait cette liberté sexuelle, où les gens il n'y avait pas de discrimination, en fait, parce que c'était naturel, en fait. Il n'y avait pas cet endoctrinement inculqué dans la tête des gens. Et donc, l'Église catholique, à ce moment-là, ils ont décidé à juger ça comme un péché. Donc, c'est là que ça a commencé le célèbre péché. Et les contradictions aussi dans la Bible, il y a énormément de contradictions par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si, par exemple, parce que la société depuis toujours a été aussi patriarcale, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça a amélioré. Mais depuis toujours, la société est basée sur le patriarcal. Toujours l'homme, 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 et la femme d'écouter. Reste à la maison, t'es inférieur, t'es faible. Ah, tu pleures, t'es très sexe fragile. C'est pour ça qu'ils ont créé la méthode de sexe fragile. Non. Le divin, le féminin divin, comme le masculin divin, les deux sont importants. Et les deux, ils ont son importance et son équilibre dans la nature. Aucun est meilleur que l'autre. Parce que d'ailleurs, l'homme a besoin du féminin pour se procréer, comme le féminin a besoin du masculin pour se procréer. Donc, dans la nature est comme ça. Et moi, j'ai aussi pour l'égalité. Donc, arrivé à ce moment-là, ça me fait penser aussi les célèbres sorcières. Ce terme très péjoratif, très péjoratif, très négatif, qu'ils ont créé ça dans la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi aussi, je me considère une sorcière. Je vais vous expliquer. En fait, les sorcières, ce terme, c'est des personnes, c'est des femmes, à cette époque-là, imaginez à cette époque-là, hein, très ancienne, qui avaient de la connaissance ancestrale des plantes, des racines, des huiles essentielles, des femmes qui accouchaient, des femmes qui connaissaient le cycle de la lune, le soleil, les étoiles, qui étaient connectées à l'univers, la magie, la connaissance ancestrale, la nature, comme les indigènes, comme les chamaniques, les chamans. Et en fait, c'était des femmes sages qui avaient beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, de pouvoirs. Elles guérissaient beaucoup de gens avec les plantes et tout. Elles avaient des connaissances. Arrivé à un moment donné, à cette époque aussi, où l'Église catholique était religion et pouvoir, donc bien sûr, il ne faut pas mélanger les deux. Hein. Ça ne fait pas un bon mélange dans la soupe. Et en fait, la bourgeoisie à cette époque, qui étudiait la médecine, qui était liée comme ça à l'Église, ça gênait. Parce qu'ils voulaient inciter la société à aller vers les médecins en fait, de l'époque.
Là, ça commençait un peu comme l'industrie pharmaceutique, petit à petit. Et en fait, qu'est-ce que l'Église avait dit? C'est une sorcière. Elles sont là pour changer la mentalité des hommes. Elles sont dangereuses, elles pratiquent la magie noire et tout ça. Donc, à cette époque, l'Église, soi-disant, devait partager l'amour universel, inconditionnel envers tout le monde, accuser des femmes sages à être brûlées en boucher. L'Église qui partage, soi-disant, l'amour, l'odieux et tout ça. Donc, moi-même, je dois chercher tout ça et j'ai dit, mais c'est affreux tout ça. Je commence à voir comment qu'il y a, malheureusement, l'homme instrumentalise les religions pour moduler la perception de l'humain et pour commettre des atrocités quand même envers les femmes. Donc les femmes depuis toujours a été ridiculisées, dénigrées, infériorisées dans notre société. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a changé, mais pas 100%. Moi, depuis toujours, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours senti à mon intérieur que je devais défendre les femmes. Parce qu'en fait, à mon intérieur, je suis une femme. Même si biologiquement, j'ai la conscience que mon chromosome et tout ça n'est pas, mais c'est pas grave. Mais mon âme, mon esprit, mon essence exhale comme un parfum le féminin. Et ça, c'est indéniable. Et donc, tout ça, je dois chercher par moi-même. Et j'ai commencé à analyser comment qu'on peut vivre dans une société tellement instrumentalisée, comment qui, malheureusement, les religions qui à la base devaient avoir un bout positif, de partager l'amour, d'ouvrir les portes pour tout le monde. Parce que l'Église, c'est la première qui va discriminer. Hein. Il y a beaucoup de gens au Brésil, un trans, un travesti qui rentre dans une église, vous allez voir ce qui va se passer. Et là, je dis, mais ils ont perdu le sens, en fait. Le vrai sens de partage, l'amour, l'acceptation de l'autre, inconditionnel, universel. L'Église devait être le premier, les religions premières à soutenir les personnes exclues de la société. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça me rend très triste, ça. Donc, malheureusement, le péché, ça remonte depuis longtemps par rapport à l'Église. Et le troisième sexe, troisième genre, existe depuis toujours. Si on remonte chez les indigènes, à l'Amazonie, au Pérou, ou même les premières civilisations en Europe, aux États-Unis, chez les indigènes qui pratiquent la spiritualité, le chamanisme, donc c'est très ancestral, hein, on parle, a toujours existé le troisième sexe, le troisième genre. Et ça n'a jamais été un problème, a toujours été accepté. C'est notre société moderne qui a engendré toutes ces sortes de discriminations basées sur une Bible, sur un Coran ou n'importe quelle religion, pour malheureusement faire les humains se diviser et se battre. Donc, vous voyez, l'homme divisé de la femme parce que l'homme est meilleur, il y a tellement de ramifications et tout ça, et à la fin, on est tous pareils, on est tous humains, on est tous venus sur Terre pour deux choses, apprendre à pardonner et à aimer. Tous les humains ont besoin de ça. Indépendant de couleur de peau, de religion, de culture, n'importe. Et moi, je suis là pour ça, pour partager cet amour inconditionnel, universel. Chez un Inde aussi, il y a les Rigira, les célèbres Rigira, qui c'est très connu en Inde. C'est très accepté aussi, le troisième sexe, le transgenre en Inde s'appelle les Rigira, et c'est très connu. Et moi aussi, je suis très fan de la culture indienne. Et j'aime le bindi, je porte le bindi pas pour religion, mais parce que ça symbolise le troisième œil, donc la conscience, la ouverture d'esprit, la spiritualité, au-delà des religions. Et j'aime beaucoup l'Inde, je suis déjà allée d'ailleurs. Et là-bas, il y en a des hijras qui sont acceptés dans la société. Et ça me fait penser à une autre chose. Je vous un post sur Facebook des personnes âgées qui disent à mon époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, toutes ces PD, toutes ces homosexuels, toutes ces transgenres, tous ces travelots, des gens, des fois, méchantons. À mon époque, ça n'existait pas, ça. Et en fait, j'ai trouvé sur Internet des photos, ça me donne des frissons, qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Des gens qui prenaient des photos, c'était en noir et blanc, homme avec homme, femme, femme, des homosexuels, des lesbiennes, à l'époque de Hitler. Ils ont pris cette photo parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient survivre. Donc, ils voulaient matérialiser leur amour sur les photos. Donc, vous connaissez bien l'histoire. Hein?
les Juifs, les Polonais, les homosexuels, ce qu'ils ont fait avec eux, avec une idéologie en arrière, bien sûr. Et donc, les gens disent, non, mon époque n'existait pas. C'est faux. Ça existe depuis toujours parce que ça fait partie de l'histoire, de la société, de la nature humaine et animale. Il y a une expression, quelqu'un a dit, dehors, tout le monde a des yeux bleus. C'est un truc comme ça que j'avais vu. Dehors, tout le monde a des yeux bleus. Oui, c'est facile de dire que tout le monde a des yeux bleus parmi ceux qui cachent leur couleur d'œil avec des lentilles de contact. Donc, à cette époque de Hitler, qui allait voir, qui allait soulever les bras et dire, je suis gay, je suis homosexuel. Tout le monde allait cacher sa sexualité à cette époque, qui était très dangereuse. Qui va faire ça? Personne. Donc, ça peut donner l'impression qu'il y a que des machos, que des hétéros. On ne sait pas ce qui se fait en quatre murs. La même chose se passe chez les musulmans. Dans la culture et tout ça, l'homme, avec ce poids, il naît déjà dans une culture qui, moi, je dois fonder une famille, j'ai une responsabilité, je dois prendre soin de ma femme, tout ça. Et ça, c'est par rapport culturellement, religion, pas que les musulmans, d'autres cultures aussi, en Inde, il y a beaucoup la caste, que je suis contre d'ailleurs. Mais imagine que je me mets dans la peau d'un homme qui naît dans cette famille, tout ça, et bien sûr, la religion n'accepte pas, la société n'accepte pas, la famille n'accepte pas, et donc, pouf, t'es né comme ça, t'es pas choisi. Tu peux pas choisir de toute façon. Tu peux cacher, tu peux éviter. Mais ça va engendrer des problèmes psychologiques, des blocages, des dépressions. Et ça arrive au moment que ça va exploser, va se manifester soit par la colère, ou soit par une agression, un autre homosexuel, parce que tu n'acceptes pas que tu es un homme. Tu en es un. Donc, c'est pas facile. Hein. Pourquoi? Parce que il est né dans cette réalité. Donc, il est confronté à ça. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça que je parlais beaucoup des Maghrébins, des musulmans, ou même des Pakistanais, des Afghans, réfugiés en Europe, qui sont arrivés ici. Je parlais avec un jeune Pakistanais à l'époque, je me souviens. Il pleurait, il tremblait. Il disait à chaque fois que je ferme la porte, je sors dehors dans la rue, j'ai peur. Parce qu'elle était, sa famille entière au Pakistan lui menaçait de mort. Il a dû demander un asile. Donc, il est arrivé en France. Donc, je me mets dans la peau de cette jeune. Heureusement, moi, je ne suis pas passée par ça, parce que ma famille est ouverte d'esprit. Mais imagine, il était encore traumatisé. Je lui dis, tu es en France, je n'ai pas au Pakistan. Mais ça traumatise un homme, en fait. Et tout ça, pourquoi? Juste parce il aime un autre homme. C'est ça son péché, c'est ça son erreur, c'est ça son crime. Aimer un être humain. Voilà. Aimer, en fait, c'est un crime. Entre guillemets. Donc, en fait, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Certains pays en Afrique, par exemple, être homosexuel, tu vas en prison. Ou même peine de mort. Je ne sais pas quel pays, mais il y en a pas mal encore dans le monde entier. Mais il y a beaucoup des... Comme c'est dit... il y a beaucoup des... j'ai oublié le mot, comme c'est dit... dans ce milieu-là, disons, même chez les Saoudiens et tout ça, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que parmi la famille, ils se cachent, mais en arrière, tout ça, ils ont des fêtes quand ils voyagent dans d'autres pays, ils sont tous tout n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter pour vivre leur vie. Donc, ce n'est pas facile, je comprends. Et parce que c'est toute ta famille, la société, et tu dis, je vais tout perdre à cause de ça. Mais c'est triste parce que cette personne est achevée pour toute sa vie, en fait. Parce que certaines personnes, elles décident de cacher tout ça pendant toute sa vie. Et j'ai déjà discuté et aidé certaines personnes. J'ai dit, arrive au moment donné, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu vas sacrifier ta vie, toute ta vie, ton existence et ton chemin sur Terre pour faire plaisir à ta famille, en fait? Tu es en train de donner ta vie pour rendre plaisir à ta mère, à tes parents, pour leur petit orgueil, ou tu vas vraiment vivre ta vie. On ne peut pas choisir, on ne peut pas manipuler la vie de l'autre. Chaque personne, même le père et mère ou ses enfants, chaque personne a un caractère, elle a une personnalité. Pour le métier, on veut être artiste, l'autre chanteur, l'autre médecin. Et on peut pas, on n'est pas là pour, on n'a pas le droit, on ne doit pas avoir le droit de manipuler le destin de notre vie, imposer notre vision sur notre vie. Parce que ce qui me fait heureux,
pour mon enfant, ça ne veut pas dire qu'il va lui faire heureux aussi. C'est ça que ma mère a compris. Si tu es heureuse comme ça, je suis aussi heureuse. Et là, c'est le vérité amour. Parce qu'elle n'est pas en train de forger ce qu'elle veut projeter sur moi. Ça, c'est une erreur. Donc, certaines personnes cachent. Après cette dépression, alcoolisme, drogue, j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui fument, qui se droguent, tout ça, qui sont dans cette dépression profonde parce qu'ils doivent cacher toute sa vie. C'est très triste. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Même si j'étais mise dehors dans ma famille, je n'aurais pas. Parce qu'arrive un moment que tu ne vis pas, en fait. Tu dégages toute ta vie à cause d'un orgueil. Donc, malheureusement, ce que j'avais compris, c'est qu'aujourd'hui, je me considère une personne spirituelle, mais non religieuse. Donc, on arrive en Europe, parce qu'en Europe, la mentalité est plus ouverte par rapport à ça. Il y a beaucoup d'athées aussi et tout. Au Brésil, ça reste religieux quand même, catholique et évangélique. Mais arrivé un moment que moi, je commençais à prendre le recul et j'ai commencé à voir toutes les manipulations en arrière. Et je juge pas les gens qui sont religieux. Mais moi, je me suis dit, mon Dieu est à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de chercher les choses à l'extérieur ou de chercher la validation de ce que l'autre va dire, de ce qui est bien pour ma vie. Donc, moi, je pratique l'amour envers moi-même et envers les autres. Et pour moi, ça, c'est la religion. La vraie religion, à mon avis, c'est ça. C'est aimer sans juger. Moi, j'ai appris ça. Et j'ai appris aussi que malheureusement, le rôle de certaines religions ou certains prêtres ou certains pasteurs, ou voilà, ils se profitent de cet outil pour faire une sorte de manipulation mentale, psychologique et un conditionnement moral. Donc, c'est-à-dire certains prêtres qui va dire tu as besoin de faire soigner ou de prendre des médicaments parce que tu es homosexuel, parce qu'à certaines époques, on sait très bien que l'homosexualité en Europe était reconnue comme maladie. Aujourd'hui, ce n'est pas, heureusement. Et à cette époque, je pense qu'ils ont essayé de faire des tests de médicaments, d'autres extrêmes religieux avec l'exorcisme, et donc plusieurs personnes à sa façon dans son domaine. Mais heureusement, ça évolue parce qu'on est arrivé là aujourd'hui qui ce n'est plus une maladie, c'est une condition humaine. Et aussi, malheureusement, j'ai appris aussi là, beaucoup, par exemple, de prêtres qui malheureusement sont homosexuels et en fait, ils se sont coupables. Et beaucoup de personnes décident de devenir prêtres religieux en pensant que ça va guérir cette malédiction. Donc, certains prêtres, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas, malheureusement, de prêtres pédophiles ou des choses comme ça, parce qu'ils répriment ce qu'il est, arrive au moment que ça explose d'une façon pas positive. Et ça arrive dans toutes les religions, soit prêtre ou pas, ou soit pratiquant de la religion ou pas. Et voilà. Donc, j'ai appris qu'aimer, ce n'est pas un péché. On a parlé déjà des hormones. Et maintenant, je vais parler de la dernière partie avant de finir, qui pour moi, c'est la meilleure partie, qui c'est la spiritualité. Donc, la spiritualité, là, on ne parle pas de religion, on parle du niveau, disons, du monde spirituel. Oublions qu'on a un corps physique. Ça veut dire qu'on a une âme, c'est l'âme qui anime ce corps physique. Moi, je crois dans de l'incarnation, dans vie passée, des choses comme ça. Et j'étudie beaucoup aussi, d'ailleurs, des thèmes par rapport à ça, sur thérapie holistique et tout ça. J'ai lu beaucoup de bouquins, je continue à lire. Donc, à ce prisme spirituel, c'est-à-dire au niveau esprit, oublions le corps physique humain. On vient de quelque part. On est ici sur Terre temporairement dans ce corps. On sait très bien qu'un jour, on va mourir. Ce corps, il va se décomposer. Mais notre conscience, notre esprit ne meurt pas. C'est pour ça qu'il y a des bouquins qui disent la mort n'existe pas. Donc, ça veut dire que cette conscience, notre identité, qui on est aujourd'hui, elle vient de quelque part. On est ici dans ce voyage temporaire, et après, on va aller dans quelque part, forcément. C'est pour ça que je parle de spiritualité. Donc, pour ceux qui croient à l'incarnation, par exemple,
On vit des anciennes vies et chaque incarnation, l'homme choisit pour des questions d'expérience personnelle, pour payer des dettes karmiques, pour ses erreurs. Et aussi, l'homme, elle cherche, elle a soif et faim d'apprendre, d'essayer, de sentir dans la matière, dans la densité. C'est pour ça que dans ce monde qu'on est, la troisième dimension, on sent la douleur, les joies, les sensations, le bonheur, les sentiments, les choses positives et négatives, la souffrance, la haine, la jalousie, la colère, les agressions, tout ça, les choses positives et négatives. On est ici pour ressentir. Et tout ça, il a un impact dans notre psychique, dans notre esprit. Donc, une personne qui a, dans mon cas, que j'ai découvert en parlant avec des voyants, des personnes voyantes, c'est pour ça que je dis c'est indépendant des religions, parce que j'ai connu une Marocaine qui était musulmane et qui était voyante. Voilà, donc on doit séparer les choses. On parle de spiritualité, on ne parle pas de religion. Elle m'avait dit aussi, tu as eu plus de femmes, plus de vies en tant que femme. Les dernières incarnations, j'ai eu plus de vies en tant que femme. Donc en fait, les incarnations, c'est une sorte de, comment je peux expliquer? On vit plusieurs expériences et à chaque vie, on incarne un personnage dans un genre, dans un corps, dans un contexte, dans une famille, dans une époque, dans une religion. Et chaque vie, on apprend des choses en fait. Et ça ajoute. Chaque vie s'ajoute dans notre ADN, de notre esprit. C'est pour ça que certaines personnes, elles se souviennent de ces anciennes vies où certains garçons, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils rappellent ceux qui étaient dans une ancienne vie. Et là même sur Internet, vous pouvez trouver des garçons qui rappellent en détail comment il a décédé dans la dernière vie, qui était dans un crash dans un avion, le numéro de l'avion, le pays, l'époque, l'année. Ils ont vérifié. Il a dit même comment il s'appelait à cette époque. Ils ont trouvé dans les archives qu'il, ce garçon, j'ai même des frissons, il était l'incarnation de cet homme qui est décédé à la guerre, telle époque et tout ça. Donc là, c'est juste qu'on peut prouver que l'incarnation existe. Et en fait, on accumule des connaissances, on accumule des dettes karmiques, ça veut dire des mauvaises actions, on accumule des bonnes choses. Et moi, dans cette vie, ça veut dire que je suis née avec cette énergie très forte féminine, parce que j'ai eu plus de vie féminine. Donc c'est plus fort que moi, en fait. Et comme dans la nature, on a besoin d'avoir un équilibre, j'ai parlé avec une autre voyante, elle avait dit, tu as besoin d'accepter ta réalité. Ne fais pas de chirurgie, ne change pas de sexe, parce que ça va t'engendrer une dette karmique envers la prochaine vie. Accepte ta nature anatomique comme tu es né maintenant. La vie est plus que le corps physique. On est tous des passages. Donc, elle m'a ouvert l'œil par rapport à ça, à ce sujet. Donc, je vais expliquer que par le biais de la spiritualité, certaines personnes qui sont homosexuelles, par exemple, ou transgenres, c'est aussi lié à la spiritualité et son cheminement. Ça veut dire qu'il peut être une personne au niveau karmique, une personne qui était homophobe dans une ancienne vie et a tué plusieurs personnes homosexuelles, il a créé cette nœud énergique envers toute cette personne. Probablement dans une prochaine vie, qu'est-ce qui va se passer? Son âme va dire, dans le plan spirituel, tu as besoin de dénouer ce karma. Il choisit son plan, une époque, une famille, un contexte. Il probablement va naître dans la peau d'une personne homosexuelle. Il va ressentir dans la matière tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a fait chez l'autre pour payer ce dette karmique. Des fois, c'est karmique. Des fois, c'est l'homme choisi pour une mission. Ça veut dire dans une époque, elle n'a pas de dette karmique à payer exactement, mais elle peut naître dans une époque, dans un pays, dans une famille prestigieuse, où la mentalité n'est pas ouverte. Et cette personne, dans une famille aisée, qui a un poste social, sa vie, sa présence dans cette société en tant que personne transgenre homosexuelle va aider la société, le contexte social à cette époque d'évoluer la mentalité. Donc en fait, elle va faire une mission, un acte d'amour, un acte de don pour aider dans son chemin et aussi pour aider les autres personnes. Donc il y a 3 contextes au niveau d'incarnation. Soit des dettes karmiques qu'on doit payer, soit des missions, ou soit équilibre. Ça veut dire que certaines âmes, elles ont tellement vécu dans un corps masculin ou dans un corps féminin, ça veut dire qu'elles accumulent des expériences, mais elles se concentrent dans une seule énergie, dans un pôle d'énergie.
Dans mon cas, j'ai besoin d'accepter le masculin divin en moi et équilibrer cette énergie. Et récemment, j'ai pris une décision. Voilà, se lever toute la tête. J'ai pris une décision, c'était pas facile. Ça fait 10 ans que j'ai passé par la thérapie hormonale, moi j'ai tout abandonné. Pourquoi? Parce que j'étudie aussi la naturopathie, la santé naturelle et tout. J'ai commencé à voir que mon corps n'accepte plus parce qu'il y a des effets collatéraux. Même sur les médicaments, c'est marqué ça pour donner du cancer. Ça sert aussi même pour les femmes hétérosexuelles, parce qu'il y a des femmes aussi qui prennent des thérapies hormonales pour la ménopause, tout ça, pour rééquilibrer les hormones quand c'est très bas et tout. Mais ça reste quand même un médicament, c'est chimique, c'est de la synthèse, et ça peut donner des problèmes de santé. Donc, grâce à tout ce cheminement que je viens de vous dire, depuis l'enfance, ça a forgé mon mental, mon esprit, et même aujourd'hui, je ne me culpabilise pas pour ça. Parce que je dis, on s'en fout de ce que les autres vont penser. L'important, c'est que je suis en train de vivre ma vie, et je suis heureuse comme ça. Je fais mal à personne, je veux juste avoir le droit d'exister, d'aimer et d'être aimé, c'est tout. On finit comme ça ici aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai laissé un bon message bien complexe pour vous de ce thème et la complexité de la nature humaine. Et voilà. Donc, maintenant, on passe aux questions. 1h25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions au microphone? N'importe quel sujet. Soyez libre. Quelqu'un veut poser? Non? Tout le monde est timide. Ok. Bon, sinon, on va passer aux questions. Il n'y a pas beaucoup cette année. Hein? Alors, vous vivez bien le regard des autres dans la rue? Oui, je finis par m'habituer. Hein. Disons déjà, parce que le fait que je suis très grande, j'ai 1m88. J'aime bien m'habiller des couleurs joyeuses, en fait, parce que pour moi, la vie, il faut vivre d'une façon optimiste et positive. Malgré tout ce que j'ai vécu, je vais pas laisser le côté gris faire perdre ma lumière, en fait. Et en fait, malgré toutes les épines des roses, malgré toutes les discriminations, toutes les doigts pentus, toutes les moqueries et tout ça, ben, tout ça, ça m'a rendu plus fort, plus forte. Et je sens qu'une partie de mes missions d'être ici, c'est d'aider à partager l'amour envers toutes les autres et qui aider les autres à déconstruire toutes ces discriminations, tous ces préjugés envers les autres, quoi que ce soit, envers le racisme, envers la religion, envers les ethnies, les cultures et tout ça. Et je suis là pour prouver que les gens pensent, ah, tu es comme se dit, hindouiste à cause de ça. Non, parce que ça symbolise le troisième œil. Ça ne veut pas dire que je suis religieuse. Donc, en fait, les gens sont habitués à automatiquement lier les choses et mettre en case. Moi, je suis là exactement pour casser tous ces préjugés, toutes ces formatations dans la société et prouver qu'on peut être libre, en fait, de qui on veut être. Donc, par rapport aux regards, ça ne me gêne pas. Donc, je finis par être habituée. Je me rends même plus compte. Mon mari, oui. Il dit, c'est à vous. L'autre qui est passé, elle a rigolé. Je dis, ah bon, je n'ai même pas vu. Laisse-lui rigoler. C'est elle qui a quelque chose à ne pas gérer. C'est elle qui n'a pas quelque chose de bien géré à son intérieur, parce que moi, je suis bien comme je suis. Si ça lui gêne, c'est à lui de changer de place dans ce cas. Donc, ça, c'est pas un problème. Et est-ce que ta famille a bien réagi à ton changement physique? En général, oui. Cette question vient toujours. Hein? En général, oui, sauf mon oncle et mon frère, qui au début était toujours jaloux. Et mon frère, il avait du mal à m'accepter comme j'étais. À l'époque, j'étais féminine et que je me considérais comme gay à l'époque. Il a toujours eu honte de moi. Et à l'époque, je me souviens, il travaillait dans un cours, il était prof d'informatique dans le centre-ville. Et en fait, une fois, ma grand-mère a repassé ses vêtements. Il m'a demandé de lui rendre. Et en fait, il voulait pas que j'aille dans l'endroit où il travaillait directement. Il voulait que je lui attende à l'arrêt des bus parce qu'il avait honte que ses élèves
voit qu'il a un frère efféminé. Voilà, c'est ça mon péché, en fait, d'être qui je suis, entre guillemets. Mais donc ça, c'était avant. Et maintenant, il a plus de 40 ans, donc avec la maturité, heureusement, les choses changent, hein. La conscience commence à ouvrir. Et maintenant, il a accepté parce que vous comme sont les choses, l'ironie des choses, il m'a dit, comme je suis prof, de plus en plus, je suis confrontée à des étudiants gays et efféminés. Je finis par m'habituer. Je dis, ah, dis donc, de faire la vie, hein, fait son boulot. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, ça va. Mais mon oncle, non, c'est toujours, t'es un homme, t'es né un mec et tout ça. Je dis, d'accord. D'ailleurs, lui, il a eu son karma très fort. Sa fille est, à mon avis, elle est bisexuelle ou lesbienne. Parce que quand j'étais en Allemagne à l'époque que j'habitais avec mon ex, et j'ai connu une Italienne qu'elle était avec, en fait, parce que ma cousine, elle habitait 6 mois en Italie pour sa nationalité italienne, et elle a connu cette Italienne. Donc je pense qu'elle a profité qu'elle était loin de son pays et de ses parents pour vivre sa vie, en fait. Et un jour, elles ont se disputé, elles ont coupé le pont. Et comme j'étais en Allemagne et j'ai discuté avec cette Italienne, on a parlé comme ça, n'importe quoi. Et elle m'a demandé, ça va ta cousine? Je dis, oui, ça va, elle va très bien. Elle a trouvé un copain et tout ça. Quoi? Avec plein de points d'interrogation. Mais ce n'est pas ce qu'elle aime. Comment ça? Et j'ai dit, hein? J'ai pas compris. Elle a répondu, oups, je pensais que tu savais. Parce qu'elle savait que j'étais gay à l'époque. Et donc, en fait, j'ai découvert qu'en fait, soit elle est bisexuelle ou bisexuelle, mais jusqu'à présent, elle en cache de son père. Parce que son père est très carré. Et je pense qu'elle souffre. Elle a 3 ans plus que moi. Donc, c'est son chemin, je respecte, mais voilà. Donc, tout ça à cause d'une personne égoïste, hein. Et son fils, qui est décédé d'un accident de voiture, hein, parce qu'il avait des problèmes de drogue aussi, à l'époque. À un moment donné, il habitait avec un architecte. Il a une fille. Il a une fille avec une femme. Ils ont séparé et tout. Mais à un moment donné, il habitait avec un architecte qui est gay. Donc la famille commence à se poser des questions. Peut-être qu'il était bisexuel aussi, je sais pas. Mais lui, les 2 enfants, il a eu son karma. Vous voyez, j'ai besoin de rien faire. L'univers s'en charge. Mais sinon, ça va. En dehors de mon oncle, de mon frère, ça va. Quels sont vos soins capillaires très... Ça me revient à chaque fois, ça. Bon, déjà, c'est des cheveux, des véritables cheveux brésiliens, 100% authentiques. Donc, il n'y a pas d'extension, c'est naturel. Donc, non, mais je vais vous raconter le secret. Le secret, c'est tout simplement la nature elle-même, parce que ma mère, elle est caucasienne, donc elle a un peu plutôt blanche. Mon père, il est très grand, ma mère est petite, mais mon père, elle est pas métisse, mais presque, un peu parde. Et du côté de mon père, ça remonte au côté africain. Donc, je pense que les cheveux plus résistants, parce que mon fil capillaire, il est très résistant, épais. Je pense que ça vient de ce côté de mon père. Et le côté de la peau douce et tout ça, les traits plus délicats, ça vient du côté de ma mère. Donc, je pense que ça fait un bon mélange. Mais c'est naturel, en fait. Les cheveux, c'est naturel. Ça fait plus que 5 ans que je les ai poussés. Voilà. Sinon, moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai changé mon acte de naissance parce qu'au Brésil, il y a une loi, heureusement, pour les personnes travesties ou transgenres qui souhaitent de changer son prénom. Donc, j'ai changé officiellement de l'ancien Ramon, Sabrina, parce que j'ai toujours m'identifié avec ce prénom depuis l'enfance, à cause du dessin animé Sabrina et son chat, parce qu'elle est une sorcière et tout ça, donc j'adore ce côté magique. Et toujours ce prénom m'a touché quelque chose en moi, et quand j'étais enfant, je disais, si un jour je deviens une fille, je m'appellerai Sabrina. Et j'étais enfant, donc j'étais adolescente, enfant. Et comme quoi, vous voyez, la vie, des fois, ça fait des tours. Et je suis découverte en tant que femme trans, et officiellement, aujourd'hui, je m'appelle Sabrina. Au niveau de l'acte de naissance, de carte vitale, de séjour, carte résident, passeport et tout ça, grâce à la loi au Brésil qui permet ce changement d'identité. Moi, je fais aussi l'épilation laser sur tout le corps pour éliminer tous les poils.
Et les cheveux sont naturels. Tout ce que vous voyez, c'est naturel. J'ai pas fait des chirurgies. J'ai juste enlevé la pomme d'Adam, mais ça m'a donné une bonne cicatrice kéloïde. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, hein. Et, euh, et tout le reste est naturel. J'ai pas fait la chirurgie de sexe parce que j'ai pas besoin. Et pour moi, mon identité, ma féminité, ce n'est pas lié à un organe sexuel, spécifiquement. Pour moi, ça vient de l'esprit, ça vient de profondeur de mon intérieur, en fait. J'exhale. Et, euh, et voilà. Mais je respecte parce que chaque personne a son chemin. Certaines personnes trans ont besoin de faire sa chirurgie parce qu'elle a vraiment une phobie depuis toujours. Certains cas, depuis la puberté, la personne va couper avec un ciseau de façon à l'hôpital parce qu'elles ont vraiment cette réjection profonde depuis toujours envers le sexe. Moi, j'ai pas eu cette réjection, mais j'ai toujours eu ce problème avec mon physique et mon identité. Donc, c'est pour ça que chaque cas est différent. Il y a des personnes qui, au début, est travestie, va juste s'habiller, va prendre des hormones, va transitionner, d'autres font de la prothèse, pas, féminisation faciale, pas, ça dépend. Chaque personne a son chemin. Un peu comme chez les femmes aussi, hein. Il y a des femmes qui sont très coquettes, très belles et tout. Il y a d'autres qui s'en fous, en fait, hein, qui sont 100% naturelles, même un peu de poils et tout ça, on s'en fout. Ça reste des femmes, oui, mais là, ça prouve aussi que le féminin a plusieurs facettes, en fait. Comme la masculinité a plusieurs facettes. Tu n'as pas besoin d'être macho, viril, poilu, agressif pour être un homme. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout parlé. Aujourd'hui, 1h11, mais dis donc, c'est le record. Hein. Derrière. Merci beaucoup à tous et à toutes de ce partage.